Vice-président, il est prêt. Julia, elle est prête. Je vais pas rester longtemps. Julia Walter, j'ai plainte il y a déjà 3 ans contre Pfizer pour... On a Aurélien du reporter indépendant qui est là avec nous aussi aujourd'hui. Donc on a un média pour filmer. Mais bon, elle prendra la parole. Les prises de parole vont débuter sous peu. On a un petit peu de monde déjà là par rapport à tout à l'heure qui est arrivé. On peut se mettre par là, ça va? Ouais, impeccable, super. Hein. Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous avons Claudine aussi qui est présente aujourd'hui. Alors Claudine est ici et Claudine est ici. Voilà. Ok. On va pouvoir commencer. Hein. C'est parfait. Impeccable. Ça va? Oui, bah, je me suis dit tellement que c'est pas trop là. Il fallait que je mette quelque chose. Quand tu veux. Ouais. Bah ouais. Ouais. Alors bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. On va commencer. Alors, bonjour à tous, voilà je me présente, je m'appelle Joël, je suis vice-président de l'association On a eu notre dose, association qu'on a créée en avril 2024 pour venir en aide à toutes les personnes impactées par la campagne vaccinale Covid-19, personnes vaccinées qui souffrant d'effets indésirables, les proches également qui ont vu leurs enfants ou leurs parents des fois succomber à ces injections, et également toutes les personnes non vaccinées qui ont subi un préjudice. Le meilleur exemple étant le personnel soignant suspendu qui pendant près de 2 ans n'a perçu aucun salaire. Ils avaient des fiches de paie nulles voire négatives et ils ont même été rejetés par les Restos du Cœur. Hein. Notre association compte pas loin de 80 adhérents aujourd'hui. On a une vingtaine de victimes qui souffrent d'effets indésirables qui ont fait leur témoignage et on a une quinzaine de professionnels de santé impactés par la loi du 5 août 2021. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, sur X, sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, vous avez donc notre adresse mail contact-du6 notedose@proton.me. Je remercie Aurélien d'être là aujourd'hui, Aurélien du reporter indépendant. On fait également un coucou à Diane des Dépêches Citoyennes qui était présent à Metz dernièrement avec nous. Voilà, je veux rappeler que ces injections, ces fameux vaccins qu'on appelle toujours ces pseudo-vaccins, sont des injections d'ARN messager. Injections d'ARN messager qui n'ont d'ailleurs jamais dépassé la phase 3. Et qui devait, d'après les médias et le gouvernement, empêcher la transmission du virus. Mais en octobre 2022, Janine Small, la vice-présidente de Pfizer, a dit au Parlement européen, elle a avoué que le vaccin anti-Covid n'avait pas été testé sur sa capacité à empêcher la transmission du virus. Ce qui rend la campagne autour du pass sanitaire complètement caduque. Elle ne tient absolument pas la route. Le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament date de juin 2023. Il fait état de pas moins de 200 000 effets indésirables post-injection Covid-19, dont 25% de cas graves et 1635 décès. Depuis, il n'y a plus aucun rapport qui a été publié par la NSM, mais nous sommes dans une pharmacovigilance dite passive. Ces fameuses injections sont en pharmacopassive et pourtant ils sont en phase de test. Pharmacopassive, qu'est-ce que ça veut dire? Si on avait été en pharmacoactive, les personnes qui auraient été vaccinées par ces fameuses injections auraient pu aller tous les 15 jours ou au moins une fois par mois, aller chez leur médecin généraliste et justement poser la question s'ils ont un effet indésirable, est-ce que c'est dû au vaccin ou pas?
Là, par contre, vu qu'on est en pharmacoactif, c'est aux victimes elles-mêmes de faire les démarches. Ce qui est absolument scandaleux pour un médicament en phase de test. Voilà. Et même l'industrie pharmaceutique, et c'est l'industrie pharmaceutique qui le reconnaît, que vu qu'on est en pharmaco-passive, on peut multiplier ce nombre par 10. Ça veut dire que sur 200 000 effets indésirables, on peut monter à 2 millions d'effets indésirables rien que sur le territoire français. Si on s'adresse à des professionnels qui n'ont aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, ces professionnels disent qu'on peut multiplier ce nombre par 20 ou par 100. Mais si on reste sur 10, vous voyez qu'on est quand même à 2 millions d'effets indésirables en France. Aujourd'hui, 16% de la pharmacovigilance mondiale concerne les injections Covid-19 et il y a 12 000 études en cours pour vérifier les liens possibles entre les injections et les pathologies des victimes. Voilà, donc je fais un gros coucou aux associations de victimes qui nous aident dans cette lutte. L'association Solid Éclat. L'association Solid Éclat, fondée en 2021 par notamment des soignants suspendus, qui aident à faire les déclarations auprès de la pharmacovigilance. Le numéro de téléphone de Solid Éclat, c'est le 01 89 48 02 87. Depuis le mois de janvier de cette année, la plateforme SOS Effets Indésirables Vaccination et Covid a été créée également. Cette plateforme est née en janvier 2025 et du lundi au samedi de 10h à 22h, ce sont des bénévoles qui accueillent, qui écoutent les victimes et qui réorientent vers les associations. Le numéro de téléphone de cette plateforme, c'est le 09 72 129 808. Autre association qui se trouve dans l'Allier, l'association A-Victimes, une association qui compte plus de 900 adhérents et près de 800 victimes post-injection Covid, dont 42 personnes souffrent de la maladie de Charcot, dont la vice-présidente Mélanie Maupas. Voilà, on fait un grand coucou à Mathieu Dubois, président de l'association A-Victimes, qui lui-même il souffre d'une neuropathie des petites fibres et d'une encéphalomyélite myalgique. Tous les portraits que vous voyez ici ont été créés par Dominique Bodino. Dominique Bodino, qui est le papa de Karine Bodino. Karine Bodino, elle a reçu 3 doses de Moderna, puis elle s'est écroulée, elle est décédée à l'âge de 46 ans. Et Dominique a décidé de créer le site www.viac19.fr, donc Viac, VIAC, pour victimes des injections anti-Covid. Voilà, donc on a près de 300 portraits comme ceci au niveau de la France. Mais Dominique fait également les pays limitrophes, mais voilà, on a les portraits de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, également de l'Allemagne. Un gros travail que fait ce monsieur. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais au mois d'octobre dernier, c'était début octobre, Marc Doyer et Frédéric Beltra de l'association Verity France ont été invités par un lanceur d'alerte pour notamment parler du contrat qui a été signé le 20 mai 2021 entre la société Pfizer et l'Union européenne, représentée à ce moment-là par la présidente de la Commission européenne, qui est Ursula von der Leyen. Voilà. Et donc dans un article, alors il me semble que c'est l'article 4, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans un des articles, il est bien stipulé que les vaccins Covid-19 sont en cours de développement rapide en raison des circonstances d'urgence de la pandémie de Covid-19 et qu'ils continueront d'être étudiés après la fourniture du vaccin. Il est également marqué que le vaccin est à longue durée d'action et il est en cours d'élaboration. Les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle. Il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Alors qu'Olivier Véran déclarait que les vaccins sont sûrs et efficaces. Olivier Véran, ministre de la Santé à l'époque. Autre chose, il est également stipulé dans ce contrat que le vaccin ne doit pas être sérialisé. Donc un vaccin sérialisé, c'est en fait comme un produit avec un code barre, en fait, où on peut voir quels sont les lots défectueux.
Voilà, mais comme ce vaccin n'a pas été sérialisé, on ne peut pas prouver quel lot était défectueux. Voilà, ça aurait été... Voilà. Je vais laisser la parole aux victimes qui sont là cet après-midi, et qui ont fait les déplacements, notamment depuis les Vosges, nos fidèles adhérents, victimes qui sont du Bas-Rhin. Je remercie mes amis du collectif Les Loups de la Liberté qui sont là cet après-midi. Le collectif Les Loups de la Liberté, c'est un collectif qui s'est dressé contre le pass sanitaire en juillet 2021. Et à l'heure actuelle, il y a toujours les apéros des Loups de la Liberté qui se trouvent place de la Gare à Haguenau. Donc merci à vous les loups d'être là cet après-midi. Voilà, je vais laisser la parole donc aux victimes. Merci d'être là et on ne lâche rien. Merci à vous. Aura, will you want? Ouais, elle dit elle t'invite toi. Ouais, vas-y. Bien sûr, je te l'emmène. Hop là. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, je vis dans les Vosges, j'ai 40 ans, je suis paxée, j'ai un enfant de 5 ans et je suis membre de A-Victime et on a une autre dose. Je souhaite témoigner en tant que victime de la période Covid. C'est important de le préciser parce que nous avons tous été touchés de loin ou de près. Alors unissons nos forces. Aussi j'adresse tout d'abord mon soutien à toutes les victimes qui souffrent tellement et aussi aux familles endeuillées. Et j'en profite pour remercier les collectifs et les associations qui nous aident et nous soutiennent dans ce combat. Pour ma part, j'ai reçu 2 doses de Pfizer en juillet et en août 2021 au vaccinodrome, c'est-à-dire sans service après-vente. Travaillant dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. J'avais de gros doutes à l'époque quant à la rapidité de la création de cette injection et je ne faisais pas partie non plus des publics à risque. J'y suis donc allée à reculons. Lors des 2 injections, j'ai subi des symptômes et des douleurs intenses. Je n'avais jamais connu cela. Pourtant, depuis ma prime enfance, j'avais reçu bon nombre de vaccins, comme toutes les personnes de mon âge. J'ai senti des douleurs atroces au point d'injection, des sensations de brûlure dans tout le corps, des vertiges, des palpitations, des essoufflements, des démangeaisons, des troubles digestifs et bien d'autres. Et dont beaucoup, malheureusement, sont encore présents aujourd'hui. Étant sportive, les semaines suivantes, j'ai senti mes capacités diminuer, l'épuisement s'intensifier, l'essoufflement et les douleurs musculaires m'assaillir, le brouillard cérébral, mon immunité complètement affaiblie. Mon pass sanitaire périmait en février 2022. Vous savez, pour continuer à travailler, quand on est soumis à l'obligation vaccinale, il faut avoir un pass sanitaire, donc tous les 6 mois, il faut y retourner. La médecine ne pouvait pas m'aider face aux séquelles des 2 premières. Il fallait donc faire la 3e. J'avais 2 solutions. Si je ne décidais pas de faire cette 3e dose, soit j'étais suspendue, donc je ne pouvais plus exercer mon métier, soit il fallait que j'attrape le Covid. J'ai donc attrapé le Covid en janvier 2022. J'ai continué à me dégrader jusqu'en juin 2022, où lors d'une consultation chez le médecin, j'ai été envoyée aux urgences pour suspicion d'AVC. Mais comme je remplissais pas les critères habituels, j'étais jeune, j'étais sportive, mais on m'a pas cru. On m'a maltraitée et méprisée. Mes proches n'ont reçu aucune nouvelle pendant 16 heures. Ils m'ont quand même fait une IRM cérébrale, mais elle n'a montré que des valeurs dans les limites de la normale. Après 11 mois d'errance médicale, en avril 2023, le diagnostic est tombé. Une encéphalomyélite myalgique post-injection Covid aggravée par l'infection Covid. Donc cette maladie, c'est une maladie neuro-immunitaire grave,
incurable, invalidante, caractérisée par un épuisement massif et une intolérance à l'effort systémique aussi bien physique que cognitif. Donc j'ai aussi été diagnostiquée pour un syndrome d'activation mastocytaire qui peut conduire à des réactions allergiques très graves, voire à la mort. Et également une hypersensibilité chimique multiple qui oblige à être très vigilant au niveau des traitements médicamenteux. Par exemple, un simple Doliprane peut me causer des troubles neurologiques très importants. Vous imaginez bien que maintenant, ma vie est très compliquée. Vous voyez, je suis dans mon siège. J'ai des difficultés à marcher. J'utilise donc un bâton de marche et le fauteuil roulant si nécessaire. Je dois me reposer allongé sans stimulation entre 3 heures et 6 heures par jour pour éviter les malaises post-effort qui clouent au lit pendant des heures, des jours, des semaines, voire plus, avec d'atroces symptômes et douleurs indescriptibles. Depuis juin 2025, je suis en invalidité catégorie 2 puisque je ne peux plus travailler. J'ai été licenciée pour incapacité à mon poste et j'ai un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, reconnu par la MDPH. J'ai une assistante familiale pour le ménage et le linge aussi. Et évidemment, pour garder mon enfant de 5 ans une journée entière, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas être toute seule avec lui. Dernièrement, j'ai reçu un retour de ma déclaration pharmacovigilance. Donc pour 3 de mes pathologies, il en ressort des scores élevés en termes d'imputabilité. Pour faire simple, il y a une très forte probabilité pour que les injections expérimentales aient un lien direct avec le développement de mes pathologies actuelles. Le constat est le suivant ici en France. Bien que nous soyons nombreux à avoir des retours positifs de la pharmacovigilance, qui normalement se charge de remonter les données à l'Agence nationale du médicament, donc la SNM, et celle-ci est censée poser une alarme. Pour le moment, il n'y a pas d'alarme. Pourtant, ce produit, il est inefficace, il est nocif, voire mortel. Aucune reconnaissance de l'État. Pourtant, il y a des pays dans le monde où ils reconnaissent les dégâts des injections. Et cette injection est toujours en vigueur dans la dernière campagne de vaccination qui a commencé le 14 octobre 2025. Et tranquillement proposée et injectée en même temps que la grippe. C'est un scandale. Une insulte pour les victimes décédées et leurs familles. Pour les victimes gravement malades et handicapées et leurs proches aidants. Que dire de la recommandation faite pour les personnes fragiles et surtout les femmes enceintes? Alors que pendant des décennies, il était formellement déconseillé toute vaccination prise de médicaments pendant la grossesse. Ça suffit. C'est purement de la désinformation sur les risques encourus par tous les citoyens de ce pays. Sachez aussi, ceux qui veulent encore aller se faire injecter, qu'il n'existe aucun service après-vente. Si vous mourrez ou si vous êtes gravement handicapé, personne n'est responsable, ni l'État, ni les laboratoires pharmaceutiques. Ah, mais si, pardon. Il y a quand même les personnes qui réalisent l'acte d'injecter le produit dans le bras du patient, passablement non informé des risques pour sa santé à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc pour finir, ce qui me met aussi hors de moi en ce moment, c'est de constater qu'il y a encore une très grande majorité de victimes en post-injection ou en Covid long qui subissent encore l'errance, la psychologisation abusive et la maltraitance médicale. J'ai donc un dernier mot pour les professionnels de santé. Il est encore temps de réparer, déjà en disant stop à ce produit délétère. Sinon, continuez à soigner aussi avec votre cœur, c'est l'essentiel. Activez votre curiosité scientifique, rien n'est figé, tout est mouvant. Vous avez le droit de ne pas savoir, cela s'appelle l'humilité. Mais vous avez le droit de bien traiter vos patients et de les respecter, cela s'appelle l'humanité. Restons unis pour la reconnaissance et obtenir enfin des prises en charge médicales adaptées. Merci à tous. Voilà. Merci Aurore, merci pour ton témoignage. C'est Claudine, voilà, la Claudine qui nous fait l'amitié de venir ici à Haguenau.
Claudine, tu viens de Moselle, adhérente auprès de l'association Aide Victime. Ouais. Et chez nous également, on a une autre dose. Tu as d'ailleurs ton portrait qui est juste ici. Bonjour. Près de la bouche, près de la bouche. J'ai pas l'habitude, excusez-moi. Un peu plus haut. Donc voilà, moi c'est Claudine, j'ai 59 ans et j'habite dans le secteur de Forbach. Moi je suis victime depuis ma première dose AstraZeneca. Sur le menton. Comme ça? Ouais. Ok. Je veux quand même vous préciser pourquoi j'ai dû me faire vacciner. J'ai été suivie en milieu hospitalier pour des problèmes gynécologiques et neurologiques. Sans vaccin, pas de soins. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai mon mari et j'ai un garçon, ils sont merveilleux. Donc le 5 mars 2021, on m'a injecté à 19h30 ma première dose de vaccin Covid-19 AstraZeneca chez mon médecin traitant. Le samedi matin 2021, à 5h30, j'ai vécu ma première descente en enfer. Je me suis réveillée, je ne pouvais plus marcher. J'ai eu une douleur insoutenable dans les jambes. J'avais l'impression qu'on me donnait des coups de bâton de baseball et qu'on me les arrachait. Je me sentais très très mal. Mon corps m'a lâché. Je n'avais plus de force. J'arrivais même plus à me déplacer toute seule. J'ai eu une forte fièvre, 41 avec convulsions, des nausées avec des vomissements, de la diarrhée et tellement de douleurs dans tout mon corps indescriptibles. J'ai eu des insomnies, des difficultés respiratoires. Mais j'ai pas eu d'insuffisance respiratoire. Une forte douleur thoracique, des tremblements, une grosse fatigue. Donc le soir même, nous avons décidé d'appeler les urgences. Mon état s'est dégradé. Mon mari et mon fils ont pris peur. Ils ont eu vraiment très peur. La réponse des urgences était « Recontactez-nous lorsque vous serez en insuffisance respiratoire » et ils ont raccroché. Je suis quand même restée dans cet état pendant 6 semaines, sans pouvoir me lever, marcher, me laver ni manger. Ce qui me désole aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce vaccin et de savoir qu'après quelques jours, il a été retiré du marché. La faute à qui, je ne sais pas. Peut-être à pas de chance. On m'a assassiné indirectement. Après cette injection, mon corps n'était plus le même. J'ai fait le premier courrier à la pharmacovigilance pour signaler tous ces effets indésirables que j'ai subis suite à AstraZeneca. Car c'était sérieusement inquiétant. Après cette injection... Je sais plus où j'en étais. Voilà. La réponse de la pharmacovigilance résumée du 6 avril 2021. Alors, à ce jour, ce genre d'effet transitoire ne contre-indique aucune deuxième dose. Donc, vous pouvez y aller. Donc, le jeudi 20 mai 2021 à 8h30, j'ai ramené mon fils au garage tout bêtement en partant de la maison. J'étais dans la voiture. Je me sentais pas bien. J'avais des vertiges. Ma vue est devenue floue. J'ai pris peur, mais j'ai pris mon volant et je me suis dit, ça va passer. Lorsque nous sommes arrivés à l'endroit où nous voulions, je ne pouvais même plus sortir de la voiture. Je ne pouvais plus bouger, j'étais tétanisée, j'étais mal, mais alors mal. Ils ont appelé les pompiers, on m'a sorti de la voiture et là j'ai vomi tout ce que je pouvais. J'avais des vertiges tout tournés autour de moi. J'ai vraiment eu un gros coup de vertige avec des vomissements. Je voulais vous passer les détails, mais il faut quand même que je vous explique comment j'ai été traitée ce jour-là. Ce n'est pas très agréable, mais il faut que je le dise. Il était 8h50 quand les pompiers sont arrivés. Ils étaient très gentils. Mais période Covid oblige, on m'a mis un masque et un sac poubelle autour du cou pour pouvoir vomir dedans. Je vous laisse imaginer la scène. Vertige, vomissement avec un masque et un sac poubelle autour du cou. Le sac poubelle était jaune. Je n'oublierai jamais cette couleur. Direction les urgences, dans mon état. J'arrive aux urgences, on me laisse sur le brancard dans mon état jusqu'à 12h30. On me renvoie à 13h30 avec du Tanganil et on me conseille d'aller voir un ORL. Depuis, je souffre de vertiges, de perte d'équilibre avec un état d'ébriété régulier. J'ai eu en mai 2023 mon déambulateur, après plusieurs chutes. J'ai consulté ORL en 2021, j'ai consulté professeur à Strasbourg en 2023, on m'a fait des IRM, on m'a rien diagnostiqué.
Depuis, j'ai des problèmes dans les 2 oreilles. Je souffre d'acouphènes, de douleurs dans les oreilles. On ne peut rien faire pour vous, il faut vivre avec. Le vendredi 11 juin 2021, va pour la 2e injection vaccin Covid Pfizer au centre de vaccination. J'étais malade pendant 2 jours, un petit état grippal. Le 16 juillet 2021, j'étais pas bien, on partait en vacances. Le lendemain, je suis partie en catastrophe chez mon médecin car j'ai eu une poussée de forte tension. J'ai jamais eu de problème de tension. On m'a donné des cachets, ça a passé. Mais j'ai remarqué que mon corps n'était plus comme avant, mais toujours pas inquiété plus que ça. Comme je suis fibromyalgique depuis des années, je me suis dit, bon, c'est une poussée de fibro, ça va passer. Je tiens quand même à vous préciser qu'avant, je marchais 10-12 km, donc ça me faisait pas peur. Je prenais mes bâtons et je partais. Et le jeudi 6 janvier 2022, va pour la 3e dose Moderna. Ah oui, ben j'ai eu AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Un cocktail mortel. J'ai juste été bien malade pendant 3 semaines, mais intensité identique avec AstraZeneca. Mais les médecins ont dit, c'est pas grave, vous pouvez y aller. Bon, ben voilà. Le lundi 21 mars 2022 arrive ma première infection Covid-19. J'ai perdu le goût, l'odorat, j'étais malade 4 semaines, comme lors du vaccin. Mon corps s'est affaibli, je dormais au canapé, plus de force. Je me réveille le matin en pleurs, je criais de douleur avec des vertiges, des nausées, l'état d'ébriété. Je tenais plus debout. Je vous dis franchement, je voulais mourir. Oui, juste mourir et je voulais que ça s'arrête. Le dimanche 1er janvier 2023, 2e Covid. Alors là, tout s'est accéléré. Je croyais à une rhinopharyngite, j'ai vu le médecin, antibiotiques, cortisone. Mais 6 jours après, encore mal. Test, 2e Covid s'est installé. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai fait plusieurs tours aux urgences pour les problèmes de tension, hypertension sévère. J'ai eu plusieurs symptômes, problèmes de maladie, donc grande fatigue, douleur thoracique, intercostale, picotement, fourmillement, des décharges électriques, coups de couteau dans les membres, démangeaisons, l'eau, même l'eau de la douche, il faut se rendre compte que même l'eau de la douche sur la peau fait mal. C'est des douleurs qui sont inimaginables. Et la liste est longue. J'ai une liste de symptômes qui est vraiment très très longue. Donc en septembre 2025, on m'a encore découvert une neuropathie sensitive dégénérative. On m'a déclaré un SAMA, une mastocytose, une alpha-tryptasémie, une neuropathie, une stéatose. J'ai des problèmes de foie, j'ai des problèmes d'intestin, j'ai des problèmes d'estomac. Je peux même pas vous dire tout ce que j'ai. La panoplie est tellement grande que ça fait peur. De mars 2021 à août 2025, j'ai consulté une bonne trentaine de médecins. Je suis passée par toutes les catégories de A à Z. J'étais en Allemagne, au Luxembourg, en France, Metz, Nancy, Strasbourg, Cholet, Cagnes-sur-Mer, Haguenau, Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. En août 2023, on m'a enfin diagnostiqué Covid long. Mais personne ne parle des vax. J'ai eu 2 ponctions lombaires. Alors pour la blague, ma 2e ponction, on m'a égaré les prélèvements. Le PET scan, on devait me faire un PET scan de la tête. On m'a fait un PET scan, mais jamais de la tête. Ils voulaient pas savoir. Voilà, donc je me suis rapprochée de plusieurs associations. Je remercie Solidéclat. J'ai eu des gens formidables. On a refait des déclarations pharmacovigilance qui a été enfin validée en 2025 pour les 3 vaccins. Donc toutes mes pathologies sont imputables à ces vaccins. Mais il n'y a rien derrière. Débrouille-toi avec ça. Alors, à Victime, Million Missing, on a eu notre dose, à des contacts sur les réseaux sociaux. Je leur dis merci, ce sont des gens formidables. Et à partir de ce moment, je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule. Et quelque part, franchement, ça fait du bien. J'ai été 6 semaines en psychiatrie. Je me suis tournée vers la médecine douce. J'ai été en forêt noire dans une clinique 5 semaines pour le Covid long. Je ne peux plus travailler. J'ai dû vendre ma voiture, c'est mon plus grand désarroi et mon plus grand regret. Je ne suis plus autonome, on m'a volé ma vie et moi je demande la justice. Il faut que justice soit faite, il y a des responsables. Même si aujourd'hui je ne peux plus me projeter, je continuerai à me battre à côté de toutes ces personnes pour cette cause.
On m'a empoisonné. C'est mon témoignage. J'aurais encore beaucoup à dire. Vous vous doutez qu'à 30 galères, une éternité pour des rendez-vous médicaux, certaines consultations 7 minutes, d'autres 1h30. J'ai tout vu et je suis passée par des phases très difficiles. J'ai rencontré des médecins formidables qui étaient à l'écoute, qui m'ont aidé à trouver des solutions. Je leur dis un grand merci. Ils ne m'ont pas abandonné et ils ne m'ont pas laissé tomber. Et d'autres étaient vraiment formidables. Je ne ferai pas de commentaires à leur sujet, mais je n'en pense pas moins. Par contre, un grand merci aux hommes de ma vie, mon fils et mon mari. Ils m'ont pas abandonné. Mon fils et mon mari, ouais, c'est les hommes de ma vie, mon fils et mon mari, qui lui, il avait les bras qui lui ont tombé en me voyant souffrir autant. Encore aujourd'hui, il est là, il me soutient. Si j'avais pas eu ce soutien, je serais plus là. Je les aime. Merci Claudine, merci pour ton témoignage. Ouais. Monique? Monique, si tu veux, voilà, si tu veux prendre la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Monique, j'ai 61 ans. Il y a 4 ans, j'ai eu ma deuxième dose de vaccin Covid Pfizer le 13 juillet 2021. Je m'en souviens très bien. À chaque dose de vaccin, je n'étais pas bien et ne pouvais pas me lever le lendemain, ni travailler. Après 3 semaines de cette deuxième dose, j'étais en vacances et d'un seul coup, j'ai perdu mon audition avec des acouphènes terribles. Je pensais à un bouchon cérumen, je ne me suis pas inquiétée de suite. J'allais rentrer dans 2 jours pour consulter mon médecin. En rentrant, j'ai pris de suite rendez-vous chez mon médecin. En m'auscultant, il m'a fait comprendre qu'il n'y a plus rien à faire pour cette oreille. Je ne le croyais pas au début. Il m'a de suite fait une lettre pour l'ORL. En consultant l'ORL, même verdict. J'étais vraiment anéantie. Le médecin refusait d'envisager un lien avec le vaccin alors que je suis sûre que si. Donc depuis, je suis appareillée et je souffre énormément de cet handicap au quotidien. C'est très dur à accepter. Pour mes acouphènes, on me dit de ne pas faire attention à cela. Mais quand vous vivez au quotidien avec un bruit dans votre oreille et dans la tête, c'est difficile à supporter. Je me réveille en plein milieu de la nuit. Je n'arrive plus à m'endormir et ça toutes les nuits. Je dors très peu. Le médecin m'a prescrit des somnifères et depuis, je dors un peu plus. Je travaille en production. Au rendement, je dois être bien pour faire mon travail tous les jours. Donc, je ne peux pas les prendre chaque soir. Ce n'est pas toujours facile au quotidien. Ma vie est très compliquée. Mon équilibre est impacté aussi. Je fixais mes yeux au sol pour ne pas dévier sur le côté. J'ai des vertiges qui me font souffrir également. Quand je sors au restaurant ou en groupe et suis dépassée par le bruit, la musique et les discussions, je ne comprends rien et plus envie de faire répéter les gens. À chaque fois, donc, mes sorties sont réduites. Et depuis, je m'isole de plus en plus. Je n'étais pas contre ce vaccin. J'ai pris la décision de me laisser vacciner pour vivre à nouveau normalement, comme beaucoup d'entre nous, même si j'étais un peu réticente. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû écouter mon instinct. Je témoigne ici pour faire comprendre aux gens que ce vaccin a fait basculer ma vie du jour au lendemain. C'est mon cas et celui d'autres. Merci. Merci beaucoup, Monique. Julia, Euh, il y aura Marc après toi, mais ce sera soignant. on va laisser la parole à Julia Walter, qui est la porte-parole de notre association, mais également membre du conseil d'administration de l'association AAI.
Bonjour à tous. C'est difficile de passer après les victimes et leurs témoignages et tout ce qu'on peut vivre en fait depuis toutes ces années. C'est compliqué, vraiment. J'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, alors je vais être pas trop longue. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Julia Walter, j'ai 39 ans. Il y a 4 ans, ma vie a totalement basculé suite à 2 injections Pfizer où j'ai fait une péricardite post-vaccinale attestée par le cardiologue des urgences d'Haguenau. Aujourd'hui, j'ai plusieurs pathologies. Voilà, j'ai toujours cette péricardite qui subsiste, un épanchement qui reste, donc de l'eau autour du cœur. J'ai une encéphalomyélite myalgique, c'est le cerveau qui est atteint. J'ai des troubles cognitifs, des pertes de mémoire, donc des fois j'ai du mal à trouver mes mots, c'est compliqué et c'est rageant au quotidien parce que je suis maman de 2 enfants et je peux vous dire que des fois il faut avoir de la discussion avec eux aussi et ne pas pouvoir arriver à sortir ces mots, c'est horrible, vraiment. Voilà, donc j'ai une spondylarthrite ankylosante, c'est pour ça que j'ai une canne et souvent en fauteuil, surtout l'hiver, parce que le froid, les douleurs, j'ai une hypersensibilité au niveau de la peau, on peut même pas me toucher tellement j'ai mal. Ça fait 8 jours que je suis sous corticoïdes parce que j'ai une névralgie au niveau cervico-brachial. Ça ne part pas, je désespère tellement j'ai mal. Voilà, la fatigue au quotidien et pourtant on est là, porte-parole de cette association dont je fais partie. Je fais partie d'Avictime aussi, dans l'Allier. On en a parlé avant, on a quasiment 1000 adhérents et plus de 700 victimes, dont 42 maladies de Charcot. Voilà, on en a quand même une dizaine qui malheureusement sont décédés. C'est terrible ce qui se passe et on ne peut pas continuer à laisser faire tout ça. Cette semaine, Mathieu Dubois est venu de passage dans la région et on a été reçu à la collectivité européenne de Strasbourg. On a pu rencontrer Monsieur Biry, échange très instructif. On a vraiment pu être entendus, ainsi que d'autres personnes qui ont été à notre écoute. J'ai pu parler aussi des dossiers MDPH, de la difficulté que c'est pour les victimes. On est malade, on est fatigué, on a des troubles cognitifs, on a du mal à s'exprimer. C'est vraiment compliqué de remplir un dossier MDPH tout seul. Et je voulais les informer que c'était vraiment... il faut que vraiment ils modifient certaines choses, des critères. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas une maladie qui fait partie, par exemple, des maladies reconnues dans les ALD, que ce n'est pas grave ce qu'on vit au quotidien. Venez passer ne serait-ce qu'une journée dans notre quotidien et vous allez comprendre en fait à quel point l'aide dont on a besoin est nécessaire. Moi, j'ai une auxiliaire de vie, 18 heures par mois, et heureusement que je l'ai pour m'aider à préparer les repas du soir, parce qu'en fin de journée, après 15h30, 16h, mais je ne suis plus capable de rien. C'est compliqué parce que quand on a des enfants, il faut. Moi, j'étais une maman Wonder Woman avant. Hein, je faisais plein de choses en même temps. J'étais assistante maternelle. Je gardais 6 enfants plus les 2 miennes. Je faisais énormément de choses. Je bougeais. Et au jour d'aujourd'hui, ma vie, elle est réduite à ça. Et j'ai même du mal à dire ces mots, mais. Le fauteuil, c'est difficile, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si je veux pouvoir sortir de chez moi, faire un minimum de choses, c'est compliqué. On est passé à France 3 aussi, mercredi matin, avec Mathieu, où on a été très très mal reçus. La dame à l'accueil n'a pas voulu de base nous laisser rentrer. Heureusement que j'avais mon témoignage avec des cartes de l'assaut pour pouvoir les laisser à l'accueil, sinon elle refusait qu'on rentre à France 3. Mathieu Dubois a quand même été reçu dans 2, indirect au niveau de France Champagne-Ardenne et un autre encore. Bon, j'ai du mal, là, je suis désolée aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, Mathieu Dubois a quand même passé les portes de 2 France 3 en France et en Alsace. On nous a clairement fermé les portes. Elle a refusé d'appeler la rédaction. Donc on est reparti un petit peu bredouille. On a quand même tenté d'appeler la rédaction en bas de l'immeuble en leur disant voilà, on est là, est-ce qu'on peut être reçu, est-ce qu'on peut être entendu, discuter. Un monsieur de la rédaction a été vraiment très gentil par contre de nous entendre. Donc on a refait un mail mais pas de nouvelles. C'est quand même triste de devoir mendier, de devoir quémander, de pouvoir être entendu
sachant qu'on n'est pas tout seul. Nous sommes des milliers, des millions, des milliards dans le monde entier, et c'est pareil dans tous les pays. On est allé à Padoue cet été, rencontrer d'autres associations où on a pu faire du lien, voilà. Nous sommes allés en Autriche aussi l'année dernière. On essaye quand même de pouvoir se déplacer et rencontrer toutes ces associations qui sont mondiales, parce que ce qui se passe en France n'est pas seulement ici, c'est partout. Et voilà, donc on est présent. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin, voilà, on est là pour les aider, pour monter un dossier MDPH, peu importe quoi. Et une autre chose qui s'est passée la semaine dernière, donc moi je suis au tribunal judiciaire de Paris depuis maintenant février 2022, où j'ai lancé une expertise médicale pour la péricardite, parce qu'à l'époque j'avais juste ça après les vaccins. C'est seulement après que j'ai déclaré toutes les autres pathologies plusieurs mois après. Et donc le 27 octobre, il y avait, je vais vous lire, ce sera plus simple. Donc la semaine dernière, nous avons reçu une nouvelle importante. Le tribunal judiciaire de Paris s'est enfin prononcé dans le cadre de la procédure que j'ai lancée en février 2022 pour ma péricardite post-vaccinale. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir de Pfizer. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme juridique, une fin de non-recevoir, c'est quand une partie demande que l'affaire soit rejetée sans même être jugée sur le fond, en disant en quelque sorte « vous n'avez pas le droit de nous attaquer ». Le fait que le tribunal ait rejeté cette demande signifie que notre dossier est recevable, que notre parole compte et que la justice va enfin examiner le fond de mon affaire. C'est une très bonne nouvelle pour nous et cela prouve que notre combat est légitime et qu'il avance. Et une dernière chose, parce que le combat ne s'arrête pas là, aujourd'hui je veux aussi avoir une forte pensée et pleine de respect pour tous les soignants suspendus pendant la pandémie. Ces femmes et ces hommes ont été mis à l'écart, sans salaire, sans reconnaissance, simplement parce qu'ils ont fait le choix de leur conscience. Et ils ont été traités comme des fautifs alors qu'ils avaient consacré leur vie à soigner les autres. Et voilà que le gouvernement vient d'acter le retour de la vaccination obligatoire dans les EHPAD. C'est un nouveau coup porté à la liberté individuelle, à la liberté de soigner et d'être soigné dans le respect de ses choix. Nous refusons que l'histoire se répète. Nous refusons que la contrainte prenne à nouveau le pas sur le dialogue, la transparence et la confiance. Dans mon affaire, le 15 décembre, il y aura la conclusion au fond et on ne lâchera rien parce que pour que chaque victime mérite d'être reconnue, que chaque soignant mérite d'être respecté et que chaque citoyen mérite d'être libre de ses choix. Alors restons unis, restons debout et avançons ensemble avec force, avec dignité et avec espoir parce que tant que la vérité sera dans nos cœurs, il y aura de la lumière dans notre combat. Merci. Parfaite transition pour Marc. Merci Julia. Marc, syndicat Liberté Santé. Est-ce que Marc est là? Voilà, là. Marc, syndicat Liberté Santé. Ouais, Marc. Merci Julia pour ce beau témoignage et merci à vous tous. Donc moi je suis Marc Heinrich, je suis membre du conseil d'administration du syndicat Liberté Santé et c'est un honneur pour moi de prendre la parole. Vous m'excuserez, j'ai mes notes parce que parler de... Voilà. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des membres du syndicat Liberté Santé à la manifestation organisée aujourd'hui par l'association On a eu notre dose. L'association On a eu notre dose, c'est marqué là, qui est un soutien à toutes les victimes, vaccinées et non vaccinées. Moi, j'ai envie de rajouter victimes. Nous avons été blessés par cette vaccination, mais je ne vois pas de comportement de victime ni chez Julia, ni chez Aurore, ni chez Cynthia, ni chez personne. En fait, et moi, en tant que soignant, ben c'est pareil. Nous avons créé un syndicat parce que les autres syndicats ont été entièrement absents de la réaction. Donc, nous avons créé ce syndicat avec la loi pour défendre les valeurs, la liberté. Attendez, excusez-moi. Alors le syndicat, il a été créé avec la loi du 5 août 2021 qui imposait justement cette vaccination à tout le monde. Et aucune autre organisation syndicale n'a lutté contre les mesures injustes
qui se sont abattus sur les soignants, qu'on a applaudi, tous les soirs étaient applaudis, personne n'avait de vaccin, personne n'avait de masque, personne n'avait de protection, on a été applaudis et tout d'un coup, voilà, que les vaccins s'imposent et puis si vous voulez pas vous faire vacciner, vous disparaissez. Voilà. C'était un chantage à la vie contre l'injection d'une substance qui était expérimentale encore à l'époque. Faut le rappeler, hein. Ce syndicat a été créé, c'est un propre syndicat qui était indépendant, sans aucune subvention, apartisan, nous ne dépendons d'aucun parti politique, et c'est ouvert à tous les professionnels du secteur de la santé, médico-social, qu'ils soient soignants, mais il n'y a pas que les soignants qui étaient concernés par cette loi, il y a tous les gens, jusqu'aux jardiniers, jusqu'aux cuisiniers d'un hôpital, tout le monde est concerné. Voilà. Et nous portons, les membres du syndicat portent une mission claire, défendre les droits des soignants et des soignés. Il ne faut pas l'oublier. Garantir des conditions d'exercice dignes, préserver la liberté d'expression, des prescriptions. Là aussi, le prescripteur n'est pas libre et le consentement libre et éclairé pour un soin, un visage humain. Ça, il faut ne pas oublier de le garder. Et nos valeurs se traduisent au quotidien en actions concrètes pour défendre, soutenir et rassembler les professionnels de santé et assimiler. J'y reviendrai. La devise du syndicat Liberté Santé, c'est vous soutenir, vous défendre, nous rassembler. Et le rassemblement, c'est ce que nous faisons ici. Nous rassemblons. Et merci à Cynthia, merci à l'association pour ce rassemblement. Alors il y a l'accompagnement juridique, des informations et pression sur les décideurs publics, création de groupes de travail autour d'une thématique ou une corporation, toutes ces choses-là nous avons fait. Nous avons combattu aussi pour la reconnaissance et la réparation du préjudice subi par les suspensions. Ce combat sera long et nous avons entamé des procédures de recours indemnitaire dans ce sens-là. De recours indemnitaire, je reviendrai dessus pour éclairer un petit peu plus ça par la suite. Le pôle juridique traite actuellement une 50aine de dossiers de soignants qui ont été suspendus ou qui reviennent qui demandent à être indemnisés par cette loi. Non, pas indemnisés, pardon, par l'État. Donc la loi n'est pas contestable, elle n'est plus contestée, elle a été validée. Dans l'état actuel des choses, elle est validée par le Conseil constitutionnel, donc il n'y a pas à revenir sur cette loi. Ces procès-là ont été perdus au tribunal administratif, il n'y a pas de problème. Mais par contre, l'État est à l'origine de cette loi qui a créé des préjudices et doit réparation de ce préjudice. Donc le recours que nous faisons, c'est un recours qui demande réparation du préjudice causé par la loi du 5 août 2021. Donc là, nous traitons une 50aine de dossiers. Grâce aux avocats qui travaillent avec nous, nous avons réussi à obtenir des tarifs plus qu'abordables. Et puis nous travaillons tous ensemble, nous montons les dossiers ensemble. Nous épargnons aux avocats le travail de secrétariat qu'il y a à faire. Il y a une équipe du pôle juridique qui constitue ces dossiers, qui aide les personnes à le faire. Et par la suite, nous préparons ces dossiers pour les présenter avant le délai de prescription. 31 décembre 2025, c'est terminé. Après, il n'y aura plus de recours possible. Pour le public comme pour le privé? Public, privé, c'est pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler des recours, les recours les différentes actions que nous avons créées. Donc, nous avons fait un procès c'est les 9 bonimenteurs. Il y a un procès contre 9 médecins de plateau qui sont allés dire des choses sur les plateaux télévisés qui n'étaient pas tout à fait qui n'étaient pas justifiées. Et ce procès est principalement contre nous mettons le Conseil de l'ordre des médecins devant ses propres contradictions. Les médecins qui soignent et informent leurs patients sont pourchassés violemment, et alors même que ceux qui violent leurs obligations déontologiques ne sont pas inquiétés. Les obligations déontologiques, c'est par exemple affirmer des choses qui sont fausses sur les plateaux télé. Et c'est pour ça que nous portons plainte, des plaintes ordinales. Ce sont des plaintes à l'ordre des médecins contre ces médecins de plateau. Il y a une autre chose, c'est sur le terrain, nous avançons pas par pas, et l'histoire du rassemblement, de nous rassembler, c'est que nous sommes en train de créer des sections syndicales dans les établissements. Donc nous en avons déjà 3, il y en a 2 en Alsace, une à Strasbourg, au centre
aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont je suis coordinateur. Il y a une section dans un établissement médico-social à Sainte-Marie-aux-Mines, les Tournesols. C'était notre première section syndicale. Et il y en a une troisième à Lavore, dans le Tarn. Et là, c'est en hôpital psychiatrique. Bravo. Ouais, bravo. Voilà, je disais que j'allais revenir un petit peu sur la devise du syndicat. C'est la devise, c'est vous soutenir. Là, vous soutenir, c'était pendant la suspension, nous avons distribué 530 000 euros d'aide aux soignants qui étaient suspendus, qui n'avaient pas de ressources. Donc 530 000 euros d'aide qui ont été distribués. Aussi grâce à la générosité des donateurs qui ont fait des dons. Donc la cagnotte de solidarité existe toujours sur le site du syndicat pour les personnes qui sont touchées par cette demande. Donc après, nous avons financé des recours juridiques. Il y avait à peu près une vingtaine par mois de recours juridiques qui étaient soutenus par les soignants qui étaient attaqués par les instances. Et il y a des ateliers psycho pour soutenir les personnes qui sont en difficulté psychologique grâce à des psychologues qui nous ont rejoints et qui font des ateliers. Là, pour ce qui est de la devise, vous défendre. Donc il y a un accompagnement juridique des professionnels de santé assimilés dans leurs litiges avec leur employeur ou leurs instances sanitaires. Création d'un réseau de 50 avocats partenaires et près de 20 demandes qui sont traitées par jour en moyenne entre 2021 et 2023. Il y a l'engagement pour l'abrogation de la loi du 5 août avec un effort de conviction permanent auprès des parlementaires. Nous avons fait des courriers aux parlementaires pour leur demander de s'engager pour abroger la loi. Cette abrogation a été votée au Parlement. Les députés ont voté l'abrogation de la loi. C'était au mois de 23 avril 2023, qui a été suivi par le décret. Donc cette abrogation de loi dort toujours dans les tiroirs du Sénat, pour l'instant. Nous avons fait des actions. Je laisse toutes les actions qui ont été menées. Ils sont accessibles sur le site du syndicat. Le site du syndicat, c'est syndicat, tout en minuscule, syndicat-santé.com. Et à partir de là, vous trouverez toutes les informations, toutes les actions que nous y avons menées. Voilà. Je vous remercie. Petite question. Alors vu qu'il y a des branches syndicales là maintenant de créer aussi dans les hôpitaux, notamment alsaciens, est-ce que il y a une communication qui est faite auprès des soignants qui vont être soumis à l'obligation vaccinale de la grippe? Et comment le syndicat Liberté Santé, est-ce qu'il y a déjà une réflexion stratégique de poser sur l'obligation vaccinale de la grippe? Pour ce qui concerne l'obligation vaccinale de la grippe qui est en cours actuellement, nous avons fait une lettre confraternelle qui a été distribuée à toutes les personnes vaccinatrices ou potentiellement vaccinatrices pour leur faire prendre leurs responsabilités, en rappelant le devoir d'information pour les personnels ou pour les personnes qui seront vaccinées. Notre combat, c'est le respect du consentement libre et éclairé avant tout. Et notre action continue, donc nous avons fait des courriers, nous avons écrit aux parlementaires pour leur faire prendre position contre cette obligation. Nous avons fait une lettre, tout est accessible, je ne l'ai pas ici, mais une lettre contre l'obligation vaccinale. Et du coup, on peut inviter tous les soignants qui nous regardent et qui seraient contraints par cette obligation vaccinale à vous orienter vers le syndicat Liberté Santé en France qui a déjà fait ses preuves dans le cas de la vaccination Covid et qui pourrait faire de même dans le cas de la vaccination contre la grippe. Tout à fait, merci Marc. Bravo, merci. Est-ce qu'Andreas veut dire quelques mots? Je ne sais pas s'il a des choses à dire. Notre ami Andreas Pfeiffer est là également. Alors je ne sais pas Andreas si tu veux prendre la parole cet après-midi. On voulait parler mais ça a été déjà dit. Ça a été déjà dit, d'accord, donc je te remercie.